François-Henri Benamias, commençons par vous, votre personnalité. Outre Maître Yoda, qui sont tes héros? Alors mes héros, c'est multiple. Ils sont multiples, c'est les connus et les inconnus, mais c'est tous les gens qui en fait arrivent à développer et me donner une sensibilité et me toucher dans mon fort, de le fait de dire c'est des gens qui vraiment font les choses pour les autres. J'ai rencontré effectivement des grands. Une belle rencontre de quelqu'un connu, c'est Mohamed Ali, que j'ai eu la chance de rencontrer en 2000 et en 2001. J'ai passé du temps avec lui en plus, donc c'est extraordinaire. Et puis à côté de ça, c'est tous les gens qu'on verra jamais, dont on ne parlera pas, et qui ont des vies incroyables et qui se soucient des autres. Et pour moi, c'est le truc le plus important. Ça a changé? Ou c'était dès Non, le départ non, je l'ai toujours eu, mais ça s'est étoffé? oula, à un point énorme. L'année de Covid est une année qui m'a vraiment marqué. J'ai fini complètement à la rue. Parce qu'en fait, la première partie de 2020, j'avais très peur. Mais en fait, j'avais très peur de ce qui allait se passer. On venait de 7 ans de record année sur année, et tout d'un coup, c'était l'inconnu. Mais je dois dire que le conseil d'administration a fait un boulot extraordinaire, parce que j'ai appelé Jasmine Audemars très vite, et je lui ai dit, Jasmine, on est d'accord, quoi qu'il arrive, personne dehors. Je ne veux pas entendre parler de quoi qu'il arrive, personne dehors. Elle a dit, François, personne dehors. Donc à partir de là, je pouvais commencer à travailler, en disant, même si on dégringole complètement, on a suffisamment de réserves pour pouvoir tenir, donc il n'y aura pas ce problème-là. Et quand le conseil d'administration m'a enlevé le problème, j'ai dit maintenant je peux construire. C'est la philosophie de vraiment, il faut y aller. On peut dire tout ce qu'on veut, on peut faire la réunionnite aiguë, se poser 500 000 questions. Moi je suis quelqu'un, j'aime que les choses se décident rapidement. J'aime aller beaucoup à l'instinct. De toute façon, j'ai beaucoup ça quand même, parce que j'ai aucun diplôme. Hein. Donc c'est beaucoup à l'instinct. Et j'aime m'entourer de gens qui sont, eux, très, très en place, qui peuvent m'arrêter quand je pars trop vite, parce que ça arrive, et me ramener comme ça, et me dire non, parce que tu as oublié ça. Ok, d'accord, donc on recorrige. Je ne suis pas du tout peut-être brûlé dans ce sens-là, mais à un moment, quand il faut y aller, il faut y aller. Et je prends des risques. Une question de l'Assemblée. On a beaucoup entendu parler M. Biver, de Hublot, sur sa gestion de sa journée, en commençant très tôt. Effectivement, il se lève à 3 ou 4 heures, il dort très très peu de temps. Comment toi, tu gères ta journée entre toutes les sollicitations, tous les mails, tout ce que tu as à faire? Est-ce que tu pourrais fractionner, par exemple, ta journée, une journée type, nous expliquer un peu comment ça commence? On va commencer par la soirée. Donc c'est vers 10h au lit, en général. 10h, 10h30, parce qu'après je tombe. Se réveille vers 4h, 4h30, des fois 3h, 3h30. Avec le réveil ou naturellement? Ah non, je me réveille. Je me réveille, et donc à ce moment-là, si je me réveille, eh ben, je commence à bosser. Mais j'adore, à ce moment-là. Alors il ne faut pas que ça arrive trop longtemps, parce qu'après c'est un peu difficile. Mais voilà, et puis ensuite, boulot. Alors je ne reçois pas 12 000 tonnes d'emails par jour, moi. Hein, parce que j'essaye alors que... T'as délégué? Comment? T'as délégué les mails aussi? Ah oui, surtout. Bah oui, mais surtout, c'est que moi, je trouve que c'est la maladie du siècle, c'est l'emailite aiguë. En fait, maintenant, le truc, c'est de dire, j'ai envoyé l'email, j'ai fait mon boulot. Mais on a même des gens qui s'envoient des emails alors qu'ils ont le bureau d'à côté. Je fais, mais parlez-vous si vous faites quoi? Oui, mais j'ai envoyé l'email, ça a une trace. Donc en fait, je me protège. Donc j'ai fait mon truc, si l'autre, il se démerde. Mais c'est pas comme ça que ça marche du tout. Et j'ai créé un truc il y a 5 ans qui s'appelle les 2 minutes avec le CIO, et que je suis en train de recommencer maintenant, là. En fait, je passe 2 minutes avec l'ensemble des collaborateurs du groupe. Tous, mais tous. Et là, j'en suis à peu près à 600 personnes. J'ai commencé il y a 3 semaines. Et c'est 2 questions. Donc, première question, quel est votre degré de contentement quand vous passez la porte le matin, de 1 à 10? Et ensuite, quel est un truc que vous voudriez qu'on change ou qu'on améliore? Et c'est l'exercice le plus incroyable possible, surtout dans des grosses sociétés comme ça. Aujourd'hui, on est quand même beaucoup, pour en fait savoir ce qui se passe. Il n'y a pas une réunion au niveau managérial qui peut vous permettre de prendre la température d'une société plus que ça. Et j'ai un chief of staff, donc quelqu'un qui m'accompagne cette fois-ci, que je n'avais pas il y a 5 ans dans les réunions, qui m'a dit au début, t'es fou, tu veux faire moins de monde, et puis tu vas passer plus de temps. Je fais non, laisse faire, tu vas voir. Et puis on est quasiment à 600 personnes, il fait, mais c'est incroyable. Et on apprend un paquet de trucs. Replongeons-nous dans le New York des années 1900... Pardon, pas de 1910, non, 2010. Oui. C'est Yoda qui me perturbe. Vous avez obtenu Tu as obtenu un Tony Award, l'équivalent d'un Oscar au cinéma pour ton implication humanitaire dans la communauté new-yorkaise. Ce Tony Award, il est ici, il est très lourd. Celle qui m'a demandé de l'amener. Hein. Et c'est le vrai parce qu'il trône en fait sur ton bureau, aux côtés de Maître de Yoda, inutile de le préciser. Alors vous pouvez le peser tout à l'heure, il est effectivement assez lourd et impressionnant.
Raconte-nous peut-être cette expérience où l'humanitaire s'est immiscé un petit peu dans les paillettes de l'univers de l'horlogerie de cette année-là, de ces années-là. Alors, c'est pas vraiment. Enfin, c'est des paillettes parce que ça part d'un spectacle, mais en fait, les Tony Awards, c'est l'équivalent des Molières en France. C'est donc pour tout ce qui est comédie musicale et pièces de théâtre. Et on était sponsor du tapis rouge en fait, de cet événement depuis 5 ans. On était sponsor du tapis rouge, donc on avait nos horloges qui reprenaient en fait la déco des shows qui étaient nominés. Et puis on donnait, on subvenait aux besoins d'une fondation pour le monde de la communauté en fait, de Broadway. Et puis en 2010, le show qui gagne, le meilleur show s'appelle Memphis. C'est l'histoire d'un DJ blanc qui commence à jouer de la musique black, donc à la fin des années 50 à Memphis. Donc il y a une vraie histoire, une histoire vraie en plus. Et puis déjà les premières choses, il sort avec une fille black, donc ça pose plein de problèmes, donc il y a plein de jolis messages. Et donc je vois que le show gagne, la musique m'embarque, je dis je vais voir le spectacle, je le vois 11 fois, je dis il faut que je rencontre la productrice, parce que c'est une productrice, je la vois, et quand la première fois que je l'ai vue, je dis il faut qu'on se fasse un énorme câlin, parce que c'est trop bon, il est trop bon ce spectacle, c'est génial, mais alors voilà ce qu'on va faire. Est-ce que vous accepteriez que vos artistes fassent une performance en matinée pour des gamins qui ne sont jamais allés à Broadway et qui ne pourront jamais aller à Broadway? Donc voilà ce qu'on va faire. Nous, on finance tout. On va aller chercher des gamins dans toutes les banlieues de new-yorkaises, machin, sur lesquelles les gamins, enfin, il y a un paquet de gamins qui n'étaient même jamais rentrés dans Manhattan. On va leur faire voir le spectacle, mais surtout, on va tous leur apprendre le dernier morceau sur scène. Et en apprenant le morceau sur scène, on va surprendre en fait les artistes. C'est-à-dire qu'ils se mettent à chanter, et au moment où il y a le rappel, eh ben, tous les gamins vont se lever, et ça part, et on leur met le feu. Elle fait « OK ». Et moi, ma crainte, c'était qu'en fait, les artistes, merde, on en fait un soir, il faut en faire un machin ce matin à 11h, hein, et en fait, au bout de une minute du début du spectacle, je vois qu'il y a une espèce d'énergie extraordinaire. Les gamins ne réagissent pas comme les adultes, en fait, à ce qui se passe. Parce qu'à un moment, il y a même une demande en mariage, donc il y a une demande en mariage et elle ne répond pas tout de suite. Et la salle fait « Dis-lui oui !» Enfin, c'est un truc énorme. Et en fait, il ne devait revenir qu'au moment du rappel, sauf qu'il y a un gamin qui se lève quasiment au début de la chanson parce qu'il entend la musique. Il y en a un qui se lève, deux qui se lèvent, trois qui se lèvent. Les 1400 gamins se lèvent et chantent en même temps que les artistes. Les artistes s'arrêtent et la foule continue. C'est en vidéo, c'est sur Vimeo, vous pourrez aller voir, Audemars Piguet, Memphis. Je vous encourage à aller voir ce truc-là. En termes d'émotion, c'est extraordinaire. Ensuite, ça a tellement touché la communauté de Broadway que les Tony Awards de l'année d'après, et dans l'histoire des Tonys, ce n'était jamais arrivé. Jamais on reparle d'un show l'année d'après qui a gagné l'année d'avant. Jamais. Ils ont ramené Memphis sur scène pour une performance de 3 minutes. Ils ont pris 40 gamins de ce jour-là pour les faire danser autour. Et puis, les Tonys, vous avez the who's who du monde du théâtre et du cinéma qui sont là. Et ils m'ont dit, François, tu feras à tout jamais partie de la communauté, donc toi aussi, tu as un Tony Award. Donc voilà pourquoi il est là. Mais il faut aller voir la vidéo. C'est extraordinaire. Les gamins qui se lèvent et tout le monde part. Donc voilà. On ira voir cette vidéo, je n'ai pas vu encore. Ma vie est faite de rencontres, as-tu dit dans une interview publiée dans le magazine Bilan en 2015. Quelles ont été les rencontres les plus marquantes de ta vie, et tout particulièrement ces 2 dernières années, où le local a primé sur l'international? Alors, les belles rencontres, ça démarre effectivement avec celui qui m'a en fait, qui est responsable de ce que je suis aujourd'hui. Parce que moi, en fait, j'ai une enfance un peu particulière où j'ai une maman qui a passé 2 ans et demi dans les hôpitaux sans sortir quand j'avais 15 ans, et quelqu'un m'a pris sous son aile, comme mon grand frère. C'est mon mentor, c'est lui qui m'a engagé quand j'ai bossé dans la mode. Et la première fois où je suis arrivé pour bosser pour lui, j'avais aucun goût, je ne connaissais rien, mais rien du tout. Donc je m'étais acheté un costume pourri, en viscose pourri, il y avait un double revers sur la veste, et je suis arrivé, il m'a découpé le 2e revers. Il y avait 8 pinces sur le froc, il m'a fait « va m'acheter un jean ». Il a commencé à tout faire, et j'ai appris avec lui comme ça. Et au bout de 3 ans, j'ai pris la direction commerciale de la boîte, mais c'est celui qui m'a fait aujourd'hui, et c'est mon mentor. Donc ça, c'est la première belle rencontre. Ensuite, il y a eu des rencontres de gens aussi connus. Je vous dis, il y a Mohamed Ali, mais il y a Arnold Schwarzenegger, et puis il y en a eu plein d'autres. Mais celle dont j'ai envie de vous parler ce soir, ça, c'est une rencontre la première rencontre, elle est sur un écran. J'ai un copain qui est réalisateur de films et qui nous invite en avant-première au mois de décembre 2020 à voir un film avec Bernard Campan, c'est un des 3 inconnus, et Alexandre Jolien. Vous savez qui est Alexandre Jolien? Vous avez entendu parler, ce philosophe suisse qui est né avec le cordon ombilical trop longtemps autour du cou, donc il est handicapé. Et
Et on voit le film, et le film, il fait chialer, sourire, rire, repleurer. Il est extraordinaire, mais extraordinaire. Donc dans le film, Bernard Campan, c'est un croque-mort de Lausanne, et Alexandre Jolien, c'est un livreur de légumes. Et on fait un morceau de vie ensemble. Et quand j'ai vu le film, j'ai dit, il faut absolument que tous les gens chez Audemars-Piguet voient ce film. Donc le film, il a été décalé dans sa sortie à cause du Covid. Il va sortir officiellement en France et en Suisse le 19 janvier. Mais le 14 décembre, on a une avant-première pour l'ensemble des collaborateurs d'Audemars-Piguet qui vivent en Suisse et en France. On va être 2200 personnes. Pour autant que rien ne nous arrête avec ce truc de Covid. On aura les 2 acteurs plus le réalisateur. Et c'est un film extraordinaire à voir juste avant Noël, en plein Covid ou en sortie de Covid, parce que c'est tout simplement, c'est sublime. As-tu déjà ressenti le syndrome de l'imposteur? Surtout quand tu te retrouvais face au grand nom de l'horlogerie à tes débuts. Et si oui, comment as-tu fait pour t'en défaire de ce syndrome? Alors, non, mais j'ai eu des grandes peurs où il a fallu que je fasse non, j'ai pas peur. Typiquement, 5 jours après ma prise de position comme CEO de la boîte, j'ai dû prendre une décision à 12 millions. Je n'avais jamais signé un chèque à 7 chiffres de ma vie. Donc ce n'est pas la notion de l'imposteur, c'est le fait de ne pas laisser le doute. C'est au moment où j'y vais, c'est on y va. On verra après. Est-ce que le tutoiement, justement, aide? Est-ce que tout le monde se tutoie chez AP? Tu as Non, instauré ça? alors moi j'ai une grande facilité parce qu'en plus la culture américaine, le vous n'existe pas, donc le tu c'est facile. Mais c'est marrant parce que dans les 2 minutes avec le CEO que je fais en ce moment, c'est les gens qui sont en train de le demander. Parce qu'en fait, une chose que j'ai oublié de dire, et je reviens sur Alexandre Jolien 2 secondes, il m'a dit ce Covid a fait des vrais dégâts. Il a fait des vrais dégâts et on les sent même, avec les collaborateurs, mais pas seulement les collaborateurs. Il m'a dit les gens sont devenus extrêmement méchants. Il m'a dit, je croise des jeunes qui se foutent de ma gueule, qui m'insultent et tout, et c'est injouable, c'est méchant. Il me dit, François, il faut que je reste accroché sur le truc, parce que des fois, tu as envie de te mettre une balle dans la tête, c'est pas possible. Et ça, c'est l'effet Covid. Et on voit, il y a de l'égoïsme, il y a plus du chacun pour soi, on a été campés dans nos maisons, on est derrière des écrans, il y a moins de partage. Et on a perdu un peu ça. Et ça, c'est super compliqué. Parce que ça met des années à se construire et très peu de temps à se détruire. Et quand je l'ai entendu dire ça, je fais, c'est vrai, mais c'est les mêmes gamins, qui, quand le film va sortir et qu'il y aura le succès que je souhaite, viendront te demander des autographes et prendre des photos avec toi. Tu es conscient de ça? Il fait oui. Mais c'est comme ça que le monde est fait aujourd'hui. Et quand on ressent ça aussi au niveau de la boîte, c'est des collaborateurs qui ont dit on devrait recommencer, enfin on devrait se tutoyer tous pour déjà enlever un peu plus de barrières, parce qu'il y a des gens qui se disent même plus bonjour. Et je dis mais c'est pas ça Audemars. Audemars-Piguet c'est la famille, on doit y aller, c'est ensemble. Et oui, des fois on va s'insulter, comme dans le village d'Astérix, il n'est pas frais mon poisson, mais on s'en fout de ça. À l'arrivée on doit remettre cette culture en place et être sûr que ça reste. Et il va y avoir du boulot. Pour briser les règles, il faut les maîtriser, Dixit AP. Depuis quand existe ce slogan? Y as-tu contribué? Et comment il se décline finalement ce slogan au quotidien dans une maison comme AP? Alors j'y ai contribué, c'est-à-dire que j'étais à la tête de la société quand ça a été fait. Ce n'est pas moi qui, effectivement, vais chercher les slogans en termes du brand, de tout ce qui est marketing. On a des équipes pour ça. Mais effectivement, je trouvais ça très bien à l'époque. Il faut savoir que c'est Picasso c'est quasiment une phrase qu'a sorti Picasso à une époque, donc on n'a pas non plus créé toute pièce. Mais c'est plutôt, en fait, une fois de plus, c'est une culture. C'est la culture du on ne s'arrête pas, on ne peut pas s'endormir sur nos lauriers, on doit re-challenger en permanence. Et effectivement, il y a une vraie maîtrise, il y a du savoir-faire, il y a du talent, il y a de la volonté, il y a plein de super bonnes choses. On a un paquet de gens qui sont vraiment, vraiment super talentueux chez Audemars-Piguet. Mais derrière ça, il faut leur ouvrir la porte. Il faut leur ouvrir la porte et leur dire allez-y, il n'y a pas de limite. Et trop souvent, et encore plus aujourd'hui, je trouve, les gens ont besoin de se rassurer. Et plus on cherche à se rassurer, moins on prend de risques, et moins on prend de risques. Et en fait, plus on finit par laisser les gens se faner. Et ça, c'est autre chose qui est la grande leçon de ces 2 minutes de cette fois-ci avec le CEO. C'est le fait qu'il faut qu'on réécoute les gens qui font leur boulot tous les jours, parce que la vérité, elle est là. À propos de cette industrie horlogère, tu as déclaré « J'adore cette industrie, mais elle est conservatrice. Et c'est son pire défaut. » Quelles limites t'impose-t-elle cette industrie, ou quelles limites tu te fixes? Est-ce qu'on les fixe pour toi, ces limites? Oui. Oui, il y a des choses que je ne peux pas dire. Donc oui, non, je ne peux pas tout dire. Donc, mais des fois, j'aime bien. Mais je peux être un peu provoque, mais je ne peux pas tout dire. Donc oui, il y a des limites.
Et puis, il faut savoir une chose. L'industrie horlogère suisse, c'est un tissu de gens absolument incroyable, et je parle dans la totalité. Pas seulement Schoenhardt-Piguet, non, la totalité, c'est exceptionnel. Et moi qui me suis baladé quand même partout dans le monde entier, c'est le fait de dire, il y a encore un paquet de gens aujourd'hui qui ne connaissent rien, qui ne savent pas ce que c'est. Il y a un paquet de gens qui pourraient être touchés par ça. Il faut juste y aller. Il faut aller les voir, il faut aller les embarquer et leur raconter les histoires. Tu as cité quelques chiffres tout à l'heure sur la baisse des ventes qui finalement s'est limitée à moins de 10%, en tout cas cette année. Et cette année, surtout grande année, parce que tu projettes le recrutement de 250 personnes, tu as annoncé ça, oui. Majoritairement dans les boutiques. Et c'est aussi la concentration dans les boutiques maison. C'est boutique, mais aussi production. Aussi production. Ah, oui. Et aussi IT, non? Informatique. Oui. C'est compliqué ça comme sujet. C'est un peu compliqué. Mais oui. comment se passe en fait ce processus de recrutement? On est un peu à mi-parcours là, même 2 tiers de l'année. Et quels sont les critères incontournables pour être embauché chez AP? On a vu un petit échantillon de ces 7 jeunes qui te suivent. 6. 7, ça porte bonheur. Elle suit rien du tout. 7, ça porte bonheur. Alors, quels sont les critères incontournables pour être embauché chez AP? Il y a un esprit déjà. Parce qu'effectivement, moi je regarde des CV. Alors, je ne vois pas tout le monde bien évidemment non plus, mais je regarde, quand ça vient chez moi, je regarde les CV, mais je les regarde vraiment en diagonale, parce qu'à un moment, il n'y a pas que ça qui compte. Moi, je veux vraiment, il y a un esprit, il y a un état d'esprit. Et ça il y a des entretiens que je fais que je ne devrais pas faire parce que ce n'est pas normalement à moi de m'occuper de ce genre de choses. Mais sur certains postes stratégiques, je vais vouloir rencontrer les gens. Et je veux savoir comment ça fonctionne, ce qu'ils ont dans le ventre. Et j'ai une réputation de conduire des interviews, des entretiens qui sont un peu particuliers. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout standard. Et je préviens. À l'avant, je dis attention, ça va secouer un petit peu, mettez la ceinture, mais c'est bien, il n'y a pas de... Je ne suis pas ni méchant ni quoi que ce soit, mais j'aime bien jouer pour voir ce que la personne a dans le ventre. Parce que sur un CV, c'est des mots sur un papier. Alors oui, si effectivement la personne est en face, ben c'est que les compétences sont là. On pourrait interroger ces gens qui ont fait cet entretien d'embauche et qui n'ont pas réussi. Tu peux interviewer les deux, ceux qui n'ont pas réussi. Parce que ceux qu'on n'a pas pris disent encore, j'ai jamais eu un entretien comme ça de ma carrière. Je m'en rappelle encore, mais c'était génial. Donc non, c'est parce qu'on parle de plein de choses. On parle, quand c'est avec moi, on parle quasiment pas de boulot. Diriger 20 000 familles, c'est une question de l'Assemblée. 20 000 familles. 2000. Donc c'est 2000, voilà, c'est ça le chiffre. Une famille, Finalement, en famille, c'est peut-être que c'est 2000 collaborateurs. C'est un peu comme piloter un gros avion, d'un point de vue responsabilité. Est-ce que tu peux comparer ça à un pilotage aéronautique? Alors aéronautique, je ne sais pas, mais moi j'ai un sens de la responsabilité du devoir par rapport à ses collaborateurs qui est énorme. Pour moi, c'est la clé de tout. Je ne peux pas imaginer un moment les quelques nuits où je dors vraiment pas, c'est la peur de dire il ne faut pas qu'on plante, il ne faut pas que j'embarque le truc dans le mur. Donc à un moment, c'est le fait de toujours continuer à dire il faut que cette boîte tourne. Et lors d'un séminaire où on a eu l'ensemble des collaborateurs, c'était en 2019 au Swiss Tech à Lausanne, je leur avais dit il faut que cette marque, on la rende incassable, tous ensemble. Il faut qu'on la rende... C'était en 2019, hein, c'est maintenant, je dis une bêtise, c'est en janvier 2020. En janvier 2020, je dis sur scène, il faut que cette marque, on la rende incassable, et même si nous tombe la pire crise possible sur la tronche, on va passer à travers. Mars, pan. Donc il y a le truc, et on est passé à travers. Mais c'était ça l'objectif. Et moi, c'est ma mission, c'est de s'assurer que la marque tienne la route et tienne sur la durée. Ce n'est pas des coups de one-shot et on y va et puis ensuite c'est fini. Non, c'est sur la durée. Ça s'inscrit pour qu'en fait, effectivement, on garantisse non seulement le fait qu'on les garde, mais qu'on en embauche d'autres et que ça soit une très belle boîte pour laquelle un paquet de gens ait envie de venir. On est 2000 collaborateurs, on reçoit en ce moment 2000 CV par mois. Donc ça, c'est bien. Bravo. L'horlogerie suisse exporte 95% de sa production. 80% des exportations sont assurées par des accords de libre-échange. Parlons de la Chine, où les achats de produits de luxe représenteront 46 à 48% des achats mondiaux dans un avenir très proche. AP est-elle dépendante de la Chine? Et si oui, comment l'éviter? Alors, on ne regarde pas du tout la chose comme ça. Et ça, c'est des statistiques qui, en fait, sont beaucoup plus pour les grands groupes. Et on a toujours mis un point d'honneur à parfaitement équilibrer nos ventes sur la planète. Et ça, c'est un schéma qu'on garde de manière
quasiment religieux. On veut que ça soit éclaté comme ça, parce que c'est comme ça qu'on garantit l'intégrité, et que si même il y a un coup de calgon quelque part, on peut toujours bouger sur des allocations ailleurs. Merci à tous pour votre attention. Merci.